Nous sommes au Café Presse Politique aussi des analystes, des anticipations. Salam alaikum, Matel Azul, bonjour. Bon, bah on va commencer, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo sur Radio M. Donc la émission de la rentrée, 1er septembre, elle porte surtout sur le mois d'août, hein, quoi, tout l'été, tout ce qui s'est passé, est-ce que c'est un complot, pas un complot, tout ça. Alors ils naviguent dans leur émission, bon courage, hein, toujours si vous voulez la voir entière, bien qu'ils ont mis ils sont moins sûrs d'eux-mêmes qu'avant. Mais quand même, quoi, comment dire, ça navigue entre, oui, il y a des choses, c'est vrai, des choses louches, tout ça, oui, mais ça n'est pas un complot. Ou bien du genre, oui, il y avait des raisons pour rompre avec le Maroc, mais toujours des mais, finalement, en permanence, et voilà, quoi, ils ont du mal à admettre les choses, mais bon. Alors on va commencer, donc il dit que c'est des journalistes d'anticipation, de science-fiction ou d'anticipation. Vous savez, la science-fiction, donc c'est imaginer des situations, l'avenir, souvent l'avenir, voilà, lié à de la science. Hein, des expéditions sur des autres planètes, n'importe quoi, etc. L'anticipation, c'est un peu de la prospective. Toujours imaginer le futur. Voilà. Donc, comme il dit, donc, journaliste, nous sommes des anticipations. Voilà. Maintenant, on a le journaliste d'anticipation. Et le journalisme nouveau, normalement, le journalisme, c'est d'information. Ça, c'est clair et net, c'est ça le journalisme. Après, maintenant, on est dans le journalisme d'opinion, qui n'est plus du journalisme, hein, mais c'est ce qu'ils appellent ça comme ça, les gens. Maintenant, il vient de nous inventer le journaliste anticipation. Mort de rire. En fait, pour moi, ces gens-là, hein, c'est surtout des journalistes de dystopie permanente. La dystopie, c'est le contraire un peu de l'utopie. L'utopie, on a une utopie, c'est quelque chose, une société rêvée, par exemple, à laquelle on n'arrivera jamais. Voilà. La dystopie, son principe, c'est de décrire une société dont le fonctionnement doit réprimer les libertés. Ça, c'est principalement ça. Je développe pas là-dessus, mais c'est... Donc, ils sont dans la dystopie permanente. Allez, on continue. Il y a eu des départs de feu, très nombreux départs de feu, dont certains donnaient l'impression qu'ils encerclaient carrément des villages. Ça, c'est vrai qu'en général, on ne constate pas trop ça c'est ce qui a fait que les gens n'ont pas pu s'enfuir ou ils ont littéralement été pris au piège. Donc rappeler voilà, que la Kabylie est la région du monde où il y a la plus grande densité en zone, avec la Belgique, avec la Wallonie, en zone rurale. Donc, quel que soit le point de départ du feu, très vite, il arrive sur une crête habitée. Oui, non, mais... Bon, voilà, vous voyez l'autre, là, je ne sais pas comment il s'appelle, là, celui qui a les cheveux gris. Donc lui, il aimait, il dit, oui, c'est vrai, il y a eu des feux, mais après il dit, mais ça n'est pas un complot, hein, bien sûr. Mais il dit, oui, c'est vrai, il y a des choses louches et tout. Et tout de suite, Arsène Quadri le reprend en disant, oui, mais dès que... en fait, il y a de la formation et il arrive avec sa dystopie. Donc, il nous dit que la Wallonie est la région en Belgique, c'est une région de Belgique, qui fait la moitié de la Belgique en gros, que la Wallonie est la région la plus dense, rurale de Belgique. Alors que vous allez, c'est facile, hein, vous allez sur le site, un site belge, d'État ou quoi que ce soit, et ce qu'ils vous disent, la Wallonie est la région la moins dense de Belgique. Bon, voilà, c'est des détails, hein, mais bon, c'est toujours dans les détails qu'on dit le plus de conneries. Alors après,
question de densité rurale. Densité rurale, qu'est-ce qu'elles nous disent, les études qui partout que vous trouvez sur Internet toujours, c'est que les densités, les très fortes densités rurales sont massivement situées en Asie. C'est pas étonnant, Pakistan, Inde, Bangladesh, Vietnam, Philippines, etc. Et puis aussi les pays en Afrique, Rwanda, Burundi, voilà, et puis Amérique centrale, Caraïbes, etc. Bon, il voulait peut-être dire, je me suis dit, oh, peut-être il s'est trompé, peut-être qu'il parle de densité rurale en montagne, hein, parce que le Kabylie c'est en montagne, donc je suis allé vérifier et c'est pareil. Toujours ces conneries, quoi. Allez, on continue. Alors, pour nous, la dérive a commencé, ça fait bien longtemps déjà. Ça fait déjà en mois d'avril que ces organisations ont été classifiées comme organisations terroristes. Le mois d'avril, par ce même Haut Conseil de sécurité. Le mois de mai, il y a amendement du Code pénal. Le Code pénal a été amendé, l'article 87 bis a été amendé. Juste pour revenir à l'article 87 bis, moi j'ai eu le temps un peu de documenter un peu les choses. Aujourd'hui, nous assistons à ce discours-là de classification de Rachad et du MAC en tant qu'organisation terroriste. Bon, Ligue algérienne des droits de l'homme. Alors attendez, je fais une parenthèse. Moi, je suis pour toute critique d'opposition, etc., qui propose des meilleures solutions que celles qui sont exécutées par ceux qui sont au gouvernement actuellement. Ça, il n'y a aucun problème. Je suis aussi tout à fait pour qu'on défende les droits de l'homme. C'est tout à fait normal dans tous les pays du monde. Et puis, même dans des pays où ça va, c'est une surveillance, c'est bien. C'est positif. Mais par contre, celui-là, il est particulièrement excité et incompétent. Alors, vous avez entendu, oui, moi, l'article 87 bis, je l'ai bien étudié. Zarmak, c'est un... Vous voyez, c'est genre le gars, le juriste. Bon, alors, on va revenir sur cet article rapidement. Alors, c'est une ordonnance qui a été prise, donc c'était en avril. Elle est considérée comme acte terroriste ou sabotage. Tout acte visant la sûreté de l'État, l'unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions. Bon, bref, je vais pas tout vous lire, mais en tout cas, l'élargissement donc de cette ordonnance qui portait sur le terrorisme lui-même, c'est inclus aussi, donc œuvrer ou inciter par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. Voilà, des moyens non constitutionnels. Donc, si tu veux changer le pouvoir, le système, tu te présentes, tu fais de la politique, tu montes un parti et que le peuple vote pour toi. Voilà, c'est ce que veut dire cet article et il n'y aura pas d'autres moyens. Voilà, bon, ça c'était pour dire ça. On continue. Ce qui est grave, c'est ce glissement, sinon cette dérive du Haut Conseil de sécurité, qui aujourd'hui, voilà, se prononce, décide à la place de la justice, alors que ce n'est pas au Conseil ni de classifier, ni de décider, ni même d'intimer l'arrestation des gens. Alors, toujours cet excité incompétent. Le Haut Conseil de sécurité, lui, c'est un organe consultatif. Bien sûr qu'il a une influence hyper importante dans les décisions, c'est évident. Mais ça n'est pas lui qui légalement lance ses conditions ensuite, quoi. Je veux dire, lance les lois et tout ça. C'est le Conseil des ministres qui adopte une ordonnance de modification au code pénal. C'est le Conseil des ministres. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour cette loi 87 bis, par exemple. Ensuite, il dit oui, c'est pas la justice qui a décidé, mais aucun pays au monde, c'est la justice qui décide de classer terroriste ou quoi que ce soit. La justice, elle applique les lois, les ordonnances qui sont dans le code pénal, tout simplement. Donc voilà. Donc lui, il dit, oui, c'est pas la justice qui a décidé, comment ça? Mais il n'y a aucun pays au monde où c'est la justice qui décide de classer telle ou telle comme organisation terroriste. Bon, bref, allez.
Aujourd'hui, toutes les libertés fondamentales sont menacées en Algérie. Aujourd'hui, les droits fondamentaux des Algériens sont menacés. La liberté de manifestation publique, la liberté d'expression, d'opinion. Pour preuve, aujourd'hui, le nombre de détenus qu'on a en prison, le nombre de journalistes qui sont emprisonnés, le nombre de journaux qui sont fermés, le nombre de chaînes de télévision qui sont fermées, sans décision de justice, vraiment de manière arbitraire. Vous avez un ministre qui ferme une telle chaîne, vous avez un ministre qui est intime de mettre telle personne en prison. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à une dérive qui nous inquiète vraiment en tant qu'organisation de droits humains. Alors, complot. Vous avez vu comment il penche sa petite tête là, à la fin de son petit discours dystopique, toujours, je vous renvoie toujours, donc la privation de liberté, la répression, etc. Son discours, c'est un discours totalement exagéré, même si il n'y a pas de fumée sans feu, mais enfin, il est trop exagéré. Et il y a des mensonges aussi, hein, bien sûr. Il n'y a pas de ministres qui ont décidé de mettre quelqu'un en prison, ça passe par la justice. Télévision fermée, c'est le pouvoir de l'arabe, donc conseil de surveillance là l'audiovisuel, comme dans notre pays. L'autre fois, je voyais en France, il y a eu des avertissements sur des chaînes, etc. Donc ils ont même le pouvoir, oui, de les suspendre et tout ça, comme partout. Bon, on a compris son petit délire, c'est un gars incompétent, toujours, je le répète encore, et qui est toujours un peu... dans cette émission, c'est lui le pire. Hein. Allez, on continue. Et pas celui d'une folie furieuse, une folie collective de gens qui pensaient avoir trouvé un pyromane, ce qui n'est pas du tout excusable, encore une fois. Hein. Ça montre que les erreurs judiciaires, là, on a une erreur judiciaire en temps réel. Donc là, il évoque l'assassinat de Jamila Bayrahmou. Donc là, il dit que c'est une erreur judiciaire en temps réel. Dans le sens, erreur judiciaire, c'est qu'on accuse ceux qui ont tué d'être uniquement des maquistes, etc. Lui, il dit c'est une foule en furie, donc ça n'a rien à voir avec un complot, etc. C'était une erreur judiciaire. Mais attendez, le jugement a été, avant de parler d'erreur judiciaire, il faudrait qu'il soit condamné définitivement, que ce soit une erreur judiciaire. Alors, le jugement, l'enquête, elle est même pas encore finie. Enfin, l'enquête, elle est finie, mais pas la préparation, l'enquête, l'instruction judiciaire. Voilà, donc petit mensonge au passage encore. Ce qui est positif, c'est que ce crime abject nous a montré qu'on peut éviter un massacre, on peut éviter une guerre civile, parce que c'est vrai qu'on n'était pas loin d'une guerre civile. Hein. Question fondamentale. Nous, dès le début, nous avons plaidé justement à ce que ces régions soient classées comme zones sinistrées. Jusqu'à maintenant, le gouvernement refuse de répondre à ça. Et jusqu'à maintenant, le pouvoir fuit ses responsabilités sur cette question-là. Voilà, donc là vous avez entendu au début le journaliste de Liberté qui dit oui, on a évité une guerre civile puisque c'était possible. Mais pour eux, il n'y a quand même pas complot. Hein. Il y avait possibilité de guerre civile, mais il n'y avait pas complot. Bon, chacun se fait son idée. Et toujours l'autre excité, le pouvoir, etc. Alors que l'émission là qu'on voit, c'est le 1er septembre qu'elle était faite. Mais dès le début, depuis le 15 août, le gouvernement a dit nous indemnisons tout le monde à 100%, même pour les non-assurés. Vous imaginez, je sais pas, il y a beaucoup de pays qui te laissent crever la bouche ouverte en Occident, si t'es pas assuré. T'as pas d'assurance, t'es pas rémunéré, hein, je suis désolé. Les assurances, en Europe ou partout, l'État déclare catastrophe naturelle et ensuite les assurances dédommagent les gens. Si t'as pas d'assurance, walou, tu n'as rien du tout. Et l'autre excité, toujours dans sa dystopie, dans son délire dystopique, voilà, il omet évidemment de dire, bon, il a été repris hein, sur cette question, si vous regardez l'émission quand même, il a été repris, ils lui ont dit, mais non, il faut le temps, machin, mais bon, ça ne l'empêche pas de s'exciter, de dire toujours des conneries, quoi, tout le long de l'émission.
J'espère qu'on n'a pas contribué à détériorer le climat et le moral des Algériens. On n'a fait que relater, essayer de donner des clés d'explication, parce que c'est notre devoir d'analystes et d'observateurs et de journalistes.